Didier Davin, qui est professeur à l'Institut national ou à l'Archivium de recherche sur la littérature japonaise, ce qui est une excellente position pour scruter par le menu les textes, avoir accès aux matériaux japonais de toutes les catégories. Didier Davin a soutenu une thèse sur le moine Ikkyu et il poursuit ses recherches sur l'histoire du zen japonais médiéval, post-médiéval, et aujourd'hui il nous entretient de l'intrigante victoire du zen, l'élaboration de la controverse de l'ère Shochu et l'identité doctrinale de la branche de Daito. Merci. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour m'avoir offert le privilège de participer à ce colloque dont, à ma grande honte, je n'ai compris l'importance que tardivement. C'est en effet en cherchant en quoi je pouvais apporter une quelconque contribution à la réflexion générale qui est ici menée que je me suis véritablement penché pour la première fois sur la question des disputations et des controverses dans le bouddhisme japonais, un des trop nombreux sujets sur lesquels je me contentais de quelques connaissances qui m'avaient jusque-là paru bien suffisantes. De plus, travaillant sur une école qui n'était pas véritablement concernée par ce phénomène, la branche Linzai de l'école zen, je me dédouanais à bon compte de l'obligation de comprendre et plus encore de celle de chercher. Je devrais sans doute ici faire repentance et m'efforcer de montrer combien pour le zen aussi, les disputations et les controverses étaient un enjeu important, mais c'est tout le charme de cette école que de faire le contraire de ce que l'on pourrait attendre d'elle, et mon exposé portera sur l'explication détaillée d'une controverse qui n'eut jamais lieu. Mais tout d'abord, je voudrais faire en guise d'introduction quelques remarques générales qui répéteront peut-être des points déjà entendus dans cette journée, mais qui sont, il me semble du moins, fondamentales pour les questions qui nous occupent ici. Les disputations, comme l'ont montré le professeur Abbé et le professeur Robert dans leurs présentations respectives, si elles sont bien des confrontations entre deux positions, se déroulent dans des limites bien définies et surtout s'appuient sur une autorité bien établie, celle des écritures bouddhiques. En d'autres termes, les disputations portent sur des points précis et circonscrits, et les deux parties sont nécessairement d'accord sur l'essentiel. Pour les controverses, un peu étonnamment, la situation est assez proche, du moins si on entend par controverse les débats faits en présence, et le plus souvent à la demande, d'un représentant du pouvoir politique. Après la fin de l'époque de Heian, précisément après la controverse de l'ère Howa, qui en 963 opposa ou aurait opposé le Tendai et l'école Hosso, aucune controverse officielle ne fut plus organisée. De plus, comme l'a souligné le professeur Sueki Fumihiko, la pluralité des écoles en vint à être considérée en soi comme expression naturelle de l'enseignement bouddhique au Japon, et il n'était alors plus question de chercher à faire tomber l'une d'entre elles en niant la pertinence de ces doctrines, mais tout au plus de plaider la supériorité de son propre système doctrinal en établissant une hiérarchie, ce par quoi on reconnaissait nécessairement la légitimité de l'ensemble. Naturellement, la question de la définition même de ce qu'est une école, shu, est au cœur du problème, et les pressions qui furent exercées, à des degrés très divers, sur les écoles de la terre pure, de Nichiren ou du Zen, jouent au moins autant sur le refus de reconnaître ces mouvements comme des écoles à part entière que sur une critique doctrinale de leurs enseignements. Il faut toujours être prudent lorsque l'on avance la non-existence de quelque chose, car le moindre contre-exemple devient fatal. Néanmoins, je prends le risque d'affirmer que dans l'école zen, le principe même des disputations est impossible. Cette assertion pourra sans doute surprendre, en particulier ceux qui sont un tant soit peu familiers avec les textes de cette école où les dialogues occupent une place si importante. On pourra même m'accuser de jouer sur les mots, et me dira-t-on que l'on appelle ça disputation, longhi ou dialogue mondo, ne parle-t-on pas de quelque chose de très similaire, à défaut d'être parfaitement identique? La différence, pourtant, est fondamentale. Une disputation, comme il a été dit, ne sert pas uniquement à savoir qui, de l'un ou de l'autre, a raison sur tel point de doctrine, mais permet également de préciser ce point et tient lieu en quelque sorte de jurisprudence. Certes, on constate que des questions et des arguments se répètent dans l'histoire, et la ritualisation progressive des disputations enlève une grande partie de l'efficacité dialectique, soulignée par le professeur Abbé, mais le principe néanmoins demeure. En schématisant et en idéalisant un peu, nous pourrions dire que bien que les positions défendues diffèrent, le problème traité est commun aux deux parties qui œuvrent de concert à la meilleure compréhension de la doctrine. Il en va tout autrement dans les dialogues du zen,
Mais pour saisir cela, un bref rappel des principes de cette école pourra être utile. Le zen, il faudrait dire le chan lorsqu'on parle de ces fondations qui sont bien sûr en Chine, mais par simplicité, je me permets d'unifier avec la lecture japonaise, se présente comme la transmission directe de l'éveil du Bouddha. Cette position est certes originale, mais elle s'inscrit parfaitement dans la conception commune à l'ensemble des écoles du grand véhicule de ce qu'est la transmission de l'enseignement du Bouddha. Selon celle-ci, le Bouddha, donc, sachant que son enseignement était insaisissable par le langage, a déployé tout un éventail d'expédients pour faire comprendre, par des mots, ce qui nécessairement les dépassait. Les sutras, avec leurs paraboles et autres stratagèmes pédagogiques, sont donc un guide, une carte indiquant le chemin, mais c'est par la pratique seule que l'on peut parvenir au but. Les diverses natures de ce cheminement sont précisément ce qui caractérise différentes écoles, mais le principe demeure le même. Le langage, selon une métaphore bien connue, est pareil au doigt qui montre la lune. Face à cela, le zen, très tôt dans son histoire, s'est présenté comme l'école qui ne suivait pas un de ses itinéraires, car on l'avait amené directement à destination. C'est-à-dire que pour le zen, le but, l'éveil, est une expérience qui s'est transmise de génération en génération par un autre moyen que les paroles du Bouddha, que sont les sutras. Une transmission dite d'esprit à esprit, Ishin-denshi. C'est le sens de la très célèbre formule, une transmission en dehors des enseignements, Kyoge-Betsuden, où le terme enseignement désigne ce qui fut prêché par le Bouddha, c'est-à-dire les textes des sutras. Mais si la transmission ne passe pas par les enseignements, cela ne signifie pas qu'elle ne recourt pas au langage, contrairement à une méprise que l'on rencontre souvent. Il est en effet fréquent d'entendre des railleries de la part d'esprits taquins à propos d'une autre fameuse formule du zen qui revendique de ne pas dresser d'écriture, Furyomonji en japonais, formule prise en flagrant délit de paradoxe devant l'impressionnante quantité de textes que l'école a produits. C'est cependant avoir mal compris que de ricaner ici, car fondamentalement, tous les textes du zen, ou du moins la grande majorité d'entre eux, montrent comment un maître a su, en usant du langage, faire comprendre à son disciple la simple et pourtant ineffable vérité ultime de l'école, à savoir qu'il était déjà et de tout temps éveillé. Pour faire prendre conscience de cela, pour le transmettre en dehors des enseignements, le maître a recours à divers stratagèmes, dont la plupart, bien que pas tous, se fondent sur le langage, mais celui-ci est, pourrait-on dire, à usage unique, et il serait stupide, une fois hésité, de s'y attarder. Par exemple, dans le fameux dialogue suivant, quel est le sens de la venue du patriarche, le cyprès dans le jardin, les études de la dernière décennie ont montré qu'il convenait de comprendre la question comme « Comment puis-je avoir conscience du fait que je suis éveillé ?» ou pour le dire plus clairement encore, « Maître, faites-moi atteindre l'éveil. » Et la réponse comme « Vois-tu le cyprès dans le jardin ?» Eh bien, le moi qui vient spontanément de regarder le cyprès n'est autre que ton moi éveillé. Prendre conscience directement de cela, voilà l'éveil que tu recherches. Naturellement, développer ainsi la question, et plus encore la réponse, perd toute son efficacité. Et le but du maître n'est pas de répondre, au sens premier, à l'interrogation, mais de satisfaire la requête qu'elle implique. Si le disciple réussit à comprendre cette insaisissable vérité, il parvient alors à l'éveil. Sinon, on essaye autre chose jusqu'à ce que ça marche. Par conséquent, s'interroger sur le sens des mots de la réponse du maître n'a aucune pertinence, car ce n'est pas là-dessus que porte véritablement le dialogue. Voilà pourquoi on trouve une grande quantité de textes produits par une école qui proclame son refus de dresser des écritures, c'est-à-dire d'établir un texte investi d'une autorité. C'est même précisément ce refus qui nécessita une production sans cesse renouvelée. La situation change à l'époque des Song où l'on demanda aux pratiquants de s'interroger sur les dialogues du passé sans recourir au raisonnement afin de produire une sorte d'explosion mentale. C'est la méthode des Gohan, plus connue sous sa lecture japonaise de Koan. Mais là aussi, et même plus que jamais, le sens littéral des textes ne peut ni ne doit servir d'appui. Ainsi, pour résumer, les dialogues que l'on rencontre dans l'école ne portent pas sur l'examen d'un point de doctrine ou sur l'interprétation d'un passage d'un sutra, mais sont soit une tentative pour le maître de guider son disciple, soit des moments savoureux où un moine jauge l'autre pour comprendre son degré d'élévation, mais toujours en glissant sur le langage, en prenant soin de ne pas s'y accrocher. Il va sans dire, mais il vaut mieux le préciser malgré tout, qu'il s'agit là des grands principes de l'école, et il y aurait un grand nombre de nuances à apporter. Néanmoins, ces principes étaient ceux qui sous-tendaient les conceptions doctrinales de l'école Linzai au Japon, et pour ces raisons, la tenue d'un débat où deux parties défendent chacun un point de vue différent en s'appuyant sur un socle de conception commune matérialisé par un ou plusieurs textes semble difficilement concevable. Qu'en est-il des controverses qui opposent les doctrines de plusieurs écoles? Sur le principe, la chose est tout à fait envisageable, car il ne s'agit plus de s'appuyer nécessairement sur une autorité scripturaire, et l'on peut expliquer en quoi la transmission en dehors des Écritures, la porte du Zen, Zenmon, surpasse les écoles de la porte de l'enseignement, Kyomon.
De fait, on trouve dans les traités bouddhiques du Moyen-Âge japonais, qui embrassent les doctrines de plusieurs écoles, des arguments pour ou contre, mais qui montrent que le débat est possible et que sous certaines formes, il eut lieu. Cependant, il n'existe pas de trace d'une controverse officielle où des représentants du Zen se confronteraient à d'autres écoles sous l'arbitrage du pouvoir politique. Comme cela a été remarqué, ce type de controverse, que l'on constate à l'époque de Heian, ne fut plus organisé au Moyen-Âge et ne reprit, mais sous une forme sensiblement différente, qu'à partir de l'époque moderne. Pourtant, on trouve la trace d'une controverse qui eut lieu au palais impérial, avec pour but de mettre fin au succès grandissant de l'école Zen Linzai. C'est sur cette controverse que je voudrais me pencher. On la trouve sous des versions qui, au fil du temps, s'enrichissent de détails, mais voici comment elle se présente dans sa plus ancienne forme. Elle provient de la chronologie du maître national Daito, qui relate la vie de Shuo Myocho, qui fut entre autres le fondateur du temple Daitokuji. Le texte est suffisamment court pour pouvoir être lu dans son intégralité. Le maître avait 42 ans, printemps. Les maîtres des écoles de la capitale du Sud et de la montagne du Nord envoyèrent à la cour une demande pour abattre l'école zen. Une controverse fut organisée au pavillon Seiryoin, que vous avez en fond. Le moine de la porte de la montagne, Gain, s'avança et dit « Qu'est-ce que le zen de la transmission en dehors des enseignements ?» Le maître dit « La meule octogonale court dans le ciel. » Gain ne comprit pas le sens d'un seul de ces mots. Puis, un grand moine du temple Honjoji posa une boîte qu'il avait apportée. Le maître demanda « Qu'est-ce que cela ?» Le moine dit « La boîte du ciel et de la terre. » Le maître brisa la boîte de sa canne et dit « Qu'en est-il du ciel et de la terre une fois la boîte brisée ?» Le moine ne sut que faire, puis il exécuta le salut du disciple au maître. Gain pratiqua le zen sous la direction du maître et sa dévotion était inégalée. Il fit de sa demeure la résidence abbatiale Daitoku, donc le futur Daitokuji. Et par ailleurs, 9 confucéens vinrent défier le maître. Le maître, par ses arguments, les défie un par un. Avant de regarder le contenu de ce texte, il convient de faire un point sur la fiabilité de cet épisode. Plusieurs travaux ont été conduits sur la question et ceux-ci sont bien synthétisés dans un article de Ota Soshiro sur lequel nous nous appuyons ici. Tout d'abord, fait pour le moins troublant, on ne trouve pas de traces de l'organisation d'une telle controverse dans les archives qui nous sont parvenues, ni du côté de la cour impériale, ni des temples qui sont censés avoir demandé la mise à bas de l'école. La seule trace est le récit que nous venons de lire. Celui-ci fut composé par un célèbre moine zen, Takuan Soho, qui vécut, donc 1573-1646, qui vécut 3 siècles après Shuho. En cherchant l'origine de cet épisode, on peut remarquer un passage intéressant dans une autre biographie de Shuho, la biographie du maître national Daito, composée par Shunsaku Zenko, qui vécut dans la seconde partie du XVe siècle, soit plus d'un siècle après Shuho. Senshinshi, le moine Gain, et 9 autres confucéens envoyèrent à la cour une demande pour abattre l'école zen. Si l'école zen est si bien que cela, que craindrions-nous ? Les confucéens pressèrent de questions plusieurs grands maîtres du zen, mais ils ne trouvèrent rien qui réponde à leurs attentes. Ils entendirent parler du maître et allèrent le rencontrer pour l'interroger. Ils demandèrent « Quelle est la méthode du zen ?» Le maître dit « Montrer la vérité à l'aide du faux. » Les confucéens dirent « Le saint a-t-il des paroles fausses ou non ?» Le maître dit « Il en a. » Ils dirent « S'il est déjà un saint, comment peut-il avoir des paroles fausses ?» Le maître dit « Voyez ce qui est dans le Mengse. Xiang, pensant avoir tué Shun, rentre dans le palais et voit Shun jouant de la cithare sur son lit. Shun, en voyant Xiang, se réjouit de sa venue. Comment ne serait-ce pas là tromperie ? Pendant tout ce temps, ils tremblèrent à en faire résonner leurs bijoux. La discussion se termina. Les confucéens demandèrent alors au maître « Quel est le vrai sens de sa décision ?» Le maître dit « C'est Shun qui avait déjà tué Xiang. » Les confucéens se prosternèrent et exécutèrent le salut du disciple au maître. Senshinshi, en particulier, pratiqua le zen sous la direction du maître. Il parvint à un haut niveau et sa dévotion était inégalée. Il fit de sa demeure la résidence abbatiale Daitoku, c'est de nos jours l'ermitage Umo-an. On ne saurait dire si ce sont les similitudes ou les différences qui se remarquent le plus, mais la filiation entre les deux textes apparaît avec suffisamment de clarté pour que l'on nous autorise à ne pas entrer dans une comparaison détaillée. Naturellement, la grande différence vient du fait que les opposants, qui finissent dans les deux cas par devenir les disciples de Daito, sont des confucéens d'une part et des moines de l'autre. Mais nous retiendrons surtout ici la présence d'un même personnage, Gain, tantôt représentant du bouddhisme et tantôt du confucianisme. L'existence de ce nerdier ne fait aucun doute, et il est même un moine connu de l'école du Tendai. On dit qu'il était le frère d'un célèbre moine zen, Kokan Shilin, connu entre autres choses pour la première histoire du bouddhisme rédigée au Japon, le Genko Shakusho. Il n'est pas rare qu'un moine du Tendai ou d'une autre école soit aussi un confucéen, mais la réputation de Gain était particulièrement grande, et en nous appuyant sur les travaux d'Okiso Chiyoko, il est permis de penser que c'est en faisant un détour par le Taiheki
que la réputation est parvenue jusqu'au rédacteur de la biographie. On trouve en effet dans ce texte un passage présentant Gaë comme sans rival dans le talent et l'érudition. Quoi qu'il en soit, c'est très vraisemblablement la renommée de Gaë, qu'elle passe ou non par le Taiheki, qui lui valut d'être dépeint comme l'adversaire vaincu et convaincu de Shūhō, et non une réalité historique fût-elle déformée. Il est possible de remonter encore un peu plus loin, dans un texte qui consigne les noms des maîtres nationaux attribués aux grands moines de plusieurs écoles, le Shōshu Chokugoki, dont la composition date du début du XVIe siècle. On peut y lire à la notice sur Shūhō le passage suivant. Je ne lis pas tout. Alors qu'il était le supérieur du Nanzenji, il y eut une controverse. Les moines représentants de toutes les écoles devinrent ses disciples. Il est difficile, avec ce seul texte, de savoir quels moines sont censés avoir été défaits par Daito, mais l'anonymisation des adversaires, qui sont désignés par des faux noms, nous éloigne en tout cas de Gaë. Néanmoins, et nous sommes ici contraints des conjectures, tout laisse à penser que la réalité historique de la controverse qui vit l'éclatante victoire du zen est plus que contestable. Mais bien souvent, et c'est presque une maxime dans les études zen, c'est une fois que la fausseté d'un événement est établie que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et nous pouvons maintenant nous interroger sur le sens du dialogue par lequel Shūhō a montré sa supériorité. Pour rester dans le cadre de ce colloque, je me concentrerai sur la controverse bouddhique, mais la version contre les confucéens, on l'aura remarqué, ne manque pas d'intérêt. Tout d'abord, si l'on a en mémoire le bref rappel fait en début de mon intervention, la question de Gaë est bien compréhensible. Du point de vue des écoles qui étudient avec ferveur les écrits du bouddhisme, précisément pour se rapprocher autant que possible de la vérité de l'enseignement du Bouddha, s'entendre dire que l'on est inférieur justement parce qu'on se rattache à des textes est certainement désagréable. Naturellement, la question est surtout là pour permettre à Shūhō d'exposer l'essence du bouddhisme zen, et c'est bien ce qu'il fait. Pour un lecteur peu habitué au texte zen, c'est à partir de sa réponse que tout dérape. Et l'on ne comprend pas ce que cette meule volante vient faire ici. Cette formule se rencontre dans plusieurs textes du zen, mais toujours avec la même absence déconcertante de contexte. Il est possible que des études futures parviennent à éclairer son origine, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce que nous voulons savoir, c'est bien quel sens elle avait dans le texte de la controverse. La consultation d'un dictionnaire n'est pas d'un grand secours. On trouve par exemple dans un glossaire des termes zen paru en 1956, excusez-moi, je pensais vous l'avoir mis, il n'est pas là. Donc dans un glossaire du terme zen paru en 1956, la définition suivante: mot fait pour déclencher une réaction, il ne faut pas chercher à comprendre. La seconde partie de ce qui est difficile d'appeler une définition est particulièrement décourageante et illustre bien les difficultés des études sur le zen. Pourtant, c'est, mais d'une certaine manière seulement, une bonne définition. De nombreux dictionnaires, composés dans la seconde moitié du XXe siècle, sont le réceptacle de traditions plus anciennes, d'où, d'un côté, une fiabilité toute relative, mais de l'autre, la trace de la manière dont étaient comprises et plus encore utilisées ces étranges formules. Parmi les textes qui nous éclairent sur la manière dont les moines pratiquaient au Moyen-Âge se trouvent les Missan Loku, qui expliquent avec précision l'usage des textes, particulièrement des koans, dans le zen du Linzai, mais aussi du Soto. Dans un de ceux-ci, consacré aux écrits du moine chinois Yunmen, on trouve le passage suivant. Je suis désolé, la diapositive a sauté, je vous le lis, je vous lis la traduction. Le maître de loi, Daoshen, dit « Lorsque l'on frappe le vide, cela résonne, lorsqu'on heurte un arbre, point de son. » Commentaire, la meule octogonale court dans le ciel. Explication, il s'agit là d'une méthode vivante. On dit que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est. C'est une phrase vivante, kakku. La méthode ou la phrase vivante est une notion assez simple à saisir si l'on se souvient de l'exemple du cyprès dans le jardin. La réponse du maître n'est efficace, vivante donc, que si elle permet de faire prendre conscience, intuitivement et sans passer par le raisonnement, de son propre éveil. En l'expliquant, comme je l'ai fait et bien d'autres avant moi, on en fait une phrase morte. Intelligible, mais sans aucune efficacité. La meule octogonale, du moins pour les moines japonais, est une de ces formules qui permet de faire prendre conscience de cela. En d'autres termes, Shūhō ne se moque pas de son interrogateur, bien au contraire. À la question de savoir quelle est la transmission en dehors des enseignements, il répond de la meilleure des façons possibles. Mais ce n'est pas facile à saisir pour des moines habitués à s'appuyer sur des notions bien définies. Et c'est sans doute cette demande de point d'appui dans les doctrines du zen qui est au cœur de la seconde partie de la controverse et de l'étrange attitude du moine qui dépose une boîte en la présentant comme celle du ciel et de la terre. Dans plusieurs textes, l'expression de la boîte et du couvercle du ciel et de la terre revient souvent. Donc, une expression légèrement différente. Elle fait notamment partie d'un ensemble de 3 formules attribuées le plus souvent à Yunmen.
Yumen, je le rappelle, Daito est considéré comme étant la réincarnation de Yumen. On la comprend en général comme l'expression de l'égalité de toutes choses, le ciel et la terre étant comme une boîte correspondant parfaitement à la forme de son couvercle. Dans le recueil de la falaise verte, donc un très célèbre recueil de koans, un des textes fondamentaux dans le zen, elle apparaît dans un koan où Yumen répond à la question « Quel est l'enseignement d'une vie du Bouddha ?» Donc, quel est l'enseignement du Bouddha, fondamentalement? Nous ne citons pas le texte, qu'il serait difficile d'expliquer ici, sans qu'il soit nécessairement plus aisé de l'expliquer ailleurs, mais au vu de la question à laquelle il répond, on peut y voir un lien. En brisant la boîte, Shuho brise tous les espoirs d'avoir une réponse se reposant sur un texte. Donc l'idée qu'un texte du zen qui pose la question de l'enseignement du Bouddha peut être un point d'appui est aussi brisé par la boîte qui est brisée par Daito. Ce qu'indique le geste, et la question de Shuho qui suit, c'est que la transmission en dehors des enseignements ne saurait recréer des enseignements. Que dans une controverse entre le zen et d'autres écoles, la question de l'enseignement, c'est-à-dire du rapport au texte des sutras, soit abordée, est tout naturel. Et si une telle rencontre avait effectivement eu lieu, il n'y aurait là rien de bien étonnant. Mais pourquoi mettre ceci en scène dans une rencontre fictive? Certes, montrer la valeur du maître en embellissant les faits n'a rien d'original, et l'on pourrait régler cette question ainsi, mais cela serait sans doute passé à côté d'une autre intention de ce texte, du moins il me semble. Un enjeu qui me paraît important d'avoir à l'esprit est moins la place qu'occupe le zen dans les préoccupations des autres écoles que, au contraire, la manière dont le zen considère la porte des enseignements. Sur ce point, qui dépasse, comme on l'imagine sans peine, de très loin la portée de mon propos d'aujourd'hui, une différence nette existait entre deux courants dans l'école Rinzai japonaise, du moins au Moyen-Âge. Le premier, longtemps le plus influent, est celui de Musō Soseki, dont les conceptions constituent le socle de la pensée des moines des cinq écoles, c'est-à-dire du système mettant sous l'autorité du shogun la presque totalité des temples de l'école Rinzai. Musō a laissé un texte précieux dans lequel il répond, clairement et sans détour, aux questions souvent pertinentes d'Ashikaga Tadayoshi, le recueil de dialogues en rêve. Plusieurs des questions portent sur la relation entre les enseignements, Kyo et le zen. Et on peut saisir la vision de Musō dans un passage souvent cité, en tout cas par moi, qui est d'un abord un peu difficile, mais particulièrement utile ici. Et là, j'ai bien la diapositive. Question. Quel est le sens de ce qu'on appelle pratique par la raison et pratique par les procédés? Réponse. Lorsque l'on disserte sur notre part originelle, donc notre moi éveillé, cela est dit pratique par la raison et il n'y a pas ce que l'on doit appeler la pratique par les procédés. Cependant, lorsque l'on ouvre la porte des expédients salvifiques et que l'on prêche la teneur de l'enseignement de l'école, la méthode fondée sur la raison par laquelle on exhorte les étudiants est dite pratique par la raison. En revanche, la pratique du bâton ou du kat, qui sont emblématiques donc des deux grands moines de l'époque Tang, Deshan et Linji, ou bien le fait de présenter une histoire qui n'est pas soumise à la raison, donc il s'agit là des Korans, est dit pratique par les procédés. L'une comme l'autre sont toutes des méthodes revenant à appeler Xiaoyu, une métaphore sur laquelle je ne reviens pas. Un ancien disait, avant Mazu et Baichang, nombreux étaient ceux qui parlaient selon la pratique par la raison et peu étaient ceux qui exposaient la pratique par les procédés. Depuis Mazu et Baichang, nombreux sont ceux qui utilisent la pratique par les procédés et peu sont ceux qui exposent la pratique par la raison. Cela est comme utiliser la voile selon ce que l'on voit du vent. Parmi les étudiants d'aujourd'hui, ceux qui tiennent en estime la pratique par la raison détestent la pratique par les procédés et ceux qui aiment la pratique par les procédés détestent la pratique par la raison. Ce sont tous des ignorants des méthodes des patriarches. Si l'on considère que la pratique par les procédés est supérieure, on fait alors des maîtres précédents Mazu et Baichang des aveugles. Si l'on considère que la pratique par la raison est supérieure, cela revient à dire que Lingji et Deshan, donc qui manient le bâton et le kat, ne comprenaient pas la teneur de l'enseignement de l'école. Deux choses sont ici en jeu. D'une part, la reconnaissance par Musō de la validité d'un enseignement fondé sur l'entendement. Il s'agit bien entendu de la porte des enseignements. Et cela revient, pour le zen, à admettre la pertinence des sutras. Il faudrait plutôt dire que le zen, donc selon la position de Musō, accepte, je n'irai pas jusqu'à dire tolère, l'existence d'une autre approche que la sienne, mais tout en maintenant une hiérarchie nette. Les enseignements des sutras sont destinés à ceux qui ne parviennent pas à saisir la transmission en dehors des enseignements, à atteindre l'éveil, ce qui concerne en fait l'immense majorité des êtres. Cette vision des choses, souvent résumée par la formule un peu trompeuse de l'égalité entre le zen et les enseignements, Kyozen-ichi, est riche de détails et d'implications doctrinales dans lesquelles je ne peux entrer ici. Mais il convient de retenir, pour ce qui nous occupe maintenant, que les enseignements ont une place dans le système doctrinal zen, selon Musō. À vrai dire, il existe des passages plus clairs sur cette question dans le recueil des dialogues en rêve, mais ce n'est pas par goût de la complication que je présente ce passage-là. En effet, on aura sans doute remarqué qu'ici, certes, la possibilité et la pertinence d'un enseignement porté par la raison est acceptée,
mais il n'est pas question de l'enseignement des autres écoles. C'est au cœur même du zen que Musō considère comme possible la coexistence entre l'apport du zen et de l'enseignement. Ce qui fait de cette question aussi un problème interne à l'école zen. Le second courant, on l'aura sans doute deviné, n'est autre que celui de Shūhō, que l'on désigne plus généralement par son nom de maître national en parlant de la branche de Daito. Pour celui-là, seule l'expérience de l'éveil doit être poursuivie, et les partisans de Musō sont dans l'erreur en intégrant l'enseignement des sutras à leur vision de l'école. Ce jugement est ce qui caractérise la branche de Daito qui, numériquement parlant du moins, était minoritaire au Moyen-Âge, puis s'est renforcée au point d'être la seule à avoir duré jusqu'à nos jours. L'empereur Hanazono, qui a suivi l'enseignement de Daito, note dans son journal, le Hanazono Inten no Shinki, les remarques suivantes. Le grand vénérable de l'école zen, donc Musō, il désigne Musō ici, se rend au palais impérial. En dialogue, il parle du zen. Ces derniers temps, cet homme de voix, donc toujours Musō, est très réputé et il est pour cela invité. Mais de tels dialogues ne peuvent jamais s'extraire des filets de l'enseignement. L'école de Daruma, qui désigne le zen ici, il ne fait qu'en balayer la surface sans la saisir. Quelle tristesse, quelle tristesse. Ainsi, le fait de recourir aux enseignements, et pour la branche de Daito, et là en l'occurrence l'empereur Hanazono est un des membres de la branche de Daito dans cette perspective, ce qui ressemblerait, donc le fait de recourir aux enseignements pour la branche de Daito, constitue ce qui dans d'autres traditions religieuses serait appelé une hérésie. Le zen ne passe pas par les enseignements, il ne doit pas y passer, et l'on ne doit pas laisser croire qu'il peut le faire. Cette position constitue un point central, presque une profession de foi, car dans cette distinction se joue plus qu'un point de doctrine, l'identité même de la branche de Daito. Tamamura Takeji notamment a montré combien la conscience sectaire était plus forte dans la branche de Daito que dans d'autres temples. Les temples des 5 montagnes, bien naturellement. Les raisons en sont connues, et je ne peux les présenter ici, mais c'est les conséquences qu'il convient, je pense, de ne pas perdre de vue. À qui s'adresse cette controverse? Où sont défaits les moines des écoles Tendai et de Nara? Est-ce une violente attaque perfidement cachée dans quelques lignes d'une biographie destinée à montrer comment le zen triomphe des écoles d'enseignement? Ou, bien plus probablement, un message envoyé aux moines zen eux-mêmes? Si l'on regarde l'origine des textes de cette controverse, tous se rattachent à la branche de Daito. Même le Shoshu Chokugoki, qui fut rédigé par Higashibojo Kazunaga, s'y rattache parce que donc, ce lettré, dont la famille était proche du moine Ikkyu, suivit l'enseignement d'un moine qui se disait le fils de ce dernier. Le fils est naturellement l'héritier de ce dernier. La conscience d'appartenir à une branche privilégiée, différente, était particulièrement aiguë chez Ikkyu, et l'on peut imaginer sans difficulté que cette conception, qui est répétée de nombreuses fois dans ses œuvres, soit passée chez le rédacteur du Shoshu Chokugoki. Je n'ai pas à proprement parler de conclusion à proposer. La controverse entra par la suite dans les livres d'histoire sous le nom de controverse de Shochu. Le nom d'air arrive dans d'autres versions. Et notamment Tsuji Tsenosuke, par exemple, donc l'historien du bouddhisme japonais, l'a décrit avec minutie en s'appuyant sur des textes qui reprennent, en la complétant de divers détails, la biographie de Takuan. Et jusqu'à très récemment, et même chez de grands spécialistes, son existence n'était pas remise en cause. Le travail de vérification des sources étant bien plus avancé aujourd'hui, et la non-existence historique admise, du moins par les quelques chercheurs qui s'y intéressent, il est temps de s'interroger sur le sens de cette fiction. J'ai proposé ici ma compréhension de cette question, mais ce ne sont que quelques réflexions sur un raisonnement, j'en ai bien conscience, qui reste fragile et à approfondir. Grâce à cela, cependant, il m'a été permis, à cette belle occasion, de parler d'une sorte de disputation invisible sur un point central de la doctrine du zen médiéval, à travers une controverse entièrement imaginée. Il n'en fallait pas moins pour faire admettre le zen à un colloque sur les disputations. Je vous remercie.